That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Cette musique, ce que vous venez d'entendre, le générique, c'est une musique qui aurait pu être, à mon avis, on aurait pu l'entendre dans un film de John Ford, parce que Hawks et Ford étaient aussi très très liés. On va parler de John Ford aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'on parle de John Ford chez Microciné, mais comme disait je ne sais plus qui, à un moment ou à un autre, on revient toujours par la maison fordienne. Et aujourd'hui, c'est pour parler d'un livre qui s'appelle tout simplement Histoire, Images et Politique. Le voici. C'est édité chez Infolio et c'est un collectif, donc un recueil d'ouvrages dirigé par Natacha Pfeiffer et Laurent Von Heyde, qui devait être là, Laurent, mais ne peut pas malheureusement. Natacha est là et j'en suis vraiment reconnaissant. En plus, je pense que vous n'êtes pas en Europe, vous êtes voilà, sur un autre continent. Je suis dans le Nouveau Monde, hein. Je suis à New York. Voilà, donc tout va bien, enfin. Donc merci en tout cas beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Et la première question qui est très simple, très basique, j'aimerais juste savoir, comme ça, entre cinéphiles, en curiosité, comment ça s'est passé la rencontre avec Ford? C'était quel film? C'était à quel âge? Et est-ce que ça a été pour vous? Et oui, ça a été pour vous. Est-ce que ça a été pour vous une évidence, un film de John Ford? Alors non, vraiment pas du tout. À la base, vraiment pas. Je pense que le premier que j'ai vu, c'est The Searchers, et puis j'ai tout de suite enchaîné avec The Man Who Shot Liberty Valance. Et je pense que les deux, je les ai vus relativement tard, en fait. Moi, à la base, je suis plutôt au cinéma muet. C'est ça ma spécialité. Et c'est vrai que c'est via Laurent Van Heyden, qui n'est donc pas là aujourd'hui, mais qui en parlerait sans doute mieux que moi, que je me suis intéressée au western. Et à la base, moi, j'étais là, ce gros truc de vieux mec blanc qui se... Pardon, vous allez devoir couper ça aussi, à mon avis. Donc, ce que je disais, c'est que donc, simplement, c'était a priori un truc un peu ringard pour moi, pas du tout le genre de machin dans lequel j'étais... En fait, j'avais une vision très univoque, en fait, du genre en général, et des westerns de Ford qui incarnaient, en fait, ce genre. À la base, et c'est, je pense, vraiment Laurent Van Heyden qui m'a fait découvrir en fait la complexité, la difficulté aussi que montrent et dont témoignent ces images. En fait, il n'y a rien d'évident chez Ford, et ça, je trouve ça assez génial. Donc ça a été une découverte en deux temps. Donc voilà, je pense que j'ai vu Liberty Valance en me disant oui, c'est quand même malin, le truc sur l'histoire et la légende. Bon, allez, c'est un chouette truc. Et puis en réfléchissant et effectivement en y travaillant après coup, je me suis rendu compte à quel point en fait c'était complexe et c'était ça n'avait rien de la légende américaine basique qu'on pourrait croire, en fait, quand on y regarde un peu de plus près. Il y avait aussi François Truffaut qui disait dans les années, à la fin des années 60 plutôt, qui disait qu'il avait été parmi ceux, et un peu celles, parce qu'il y avait très peu de critiques de cinéma femmes à l'époque, et qui disait en gros qu'il ne supportait pas Ford parce qu'il ne supportait pas le regard qu'il avait sur les femmes, mais qu'à la fin des années 60, il a changé Truffaut avait changé de position vis-à-vis de Ford. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que je crois que beaucoup de personnes ont cette sensation-là vis-à-vis de Ford, à savoir que au début on le comprend pas trop, on le rejette, on se dit c'est quand même assez poussif, poussiéreux, voire même un peu raciste aussi parfois. Mais quand on commence à se poser, est-ce que c'est une question liée à est-ce que il y a comme ça et après on parlera du livre bien évidemment. Est-ce qu'il y a comme ça une connexion par rapport à une forme de maturité chez le spectateur, à savoir que les films de Ford sont tellement discrets, sont tellement si peu évidents qu'il faut peut-être avoir une certaine maturité en tant que spectateur. C'est une question que je pose. Hein. Je suis pas certain moi de ma propre réponse, donc c'était pour savoir. Alors je sais pas si c'est une question de maturité ou une question simplement de temps. Alors effectivement, la maturité c'est une question de temps aussi, mais je pense que Ford dans notre imaginaire cristallise tellement le cinéma classique hollywoodien, en tout cas le cinéma classique hollywoodien de genre, dans celui du western, qu'il est compliqué d'aller au-delà, en fait, simplement du cliché. Et donc ça prend du temps. Ça, c'est vrai. Je trouve que ça prend du temps. Mais de là à dire que... En fait, je trouve que c'est un film c'est des films qu'on regarde mal précisément parce qu'on a l'impression très très vite que ça correspond au schéma narratif classique, alors qu'en fait, justement pas du tout. Donc toute la question du racisme et la question des femmes aussi, effectivement, est une très bonne question pour Ford, et c'est une question hyper complexe. Je suis pas du tout en train de dire que Ford est un féministe, on va pas du tout essayer de le sauver par là, mais il y a quand même des choses et des germes de choses qui sont hyper intéressantes chez lui, à ce niveau-là, je trouve. En fait, c'est une œuvre qu'on a
assez mal travaillé jusqu'ici, je pense, simplement. Qu'on a mal observé. Qu'on a refusé, en fait, de lui donner cette complexité. Mais c'est le cas de beaucoup de cinéma classique hollywoodien. Je pense que c'est pour ça qu'on a fait le bouquin sur Mann avant aussi. C'est simplement parce que c'est un cinéma qu'on regarde mal de façon générale, je trouve, à qui on n'accepte pas de donner une complexité, une équivocité, à qui on attribue très très vite une image très lisse, en fait, je trouve. Non, mais c'est passionnant ce que vous dites parce que ça pose aussi un problème de par la cinéphilie, de la critique du cinéma, de ne pas vouloir voir certaines choses qui sont... C'est quand même très discutable de voir dans un film un homme qui est en train de donner une fessée à une femme pour rigoler comme ça. Et quand on pose la question à John Ford aux années 60 et qu'il y a du cinéma, lui disent mais quand même... Et il répond Ford, mais ça fait rire. Et j'imagine pas aujourd'hui cette situation-là. Et c'est très, très bizarre. Je vous avouerai qu'il y a certaines choses, moi, qui m'ont paru assez bizarres. Je ne parlerai même pas de la question de la figure du noir chez Ford ou la figure d'un personnage de noir ou des Indiens. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de travailler là-dessus et de voir que peut-être, je crois que si je vous ai bien compris, c'est pas une question de on n'a pas vraiment su voir, c'est plutôt on n'a pas voulu voir. Oui. En fait, je pense que ce qu'on voudrait faire, je pense, c'est remettre les images en travail. C'est l'idée qu'une image n'est jamais en fait entièrement univoque. C'est pas possible en fait. Aucune image n'a un unique sens à donner. Et il est toujours possible de la remettre en travail, de chercher l'équivocité, la fragilité, voire l'inquiétude que ces images témoignent, dont ces images témoignent. Et bon, effectivement, Ford dans l'interview est pas très bon quand il... De façon générale, je pense qu'il faut un peu se méfier de ce qu'il raconte en interview aussi. Il a une... Oui, en fait, oui. Moi, je laisserais parler ses films plutôt que ses interviews. Mais bon, ça, c'est un choix. Mais... ça, c'est très fordien, ce que vous êtes en train de dire. C'est très fordien, voilà, ça, part. Exactement. Mais je suis fordienne pour ça. Je trouve que ses films sont nettement meilleurs que ses interviews. Ses interviews sont assez mauvaises. Enfin voilà, de façon générale, les témoignages qu'on a, il aime beaucoup les petits trucs à l'emporte-pièce. Enfin voilà, c'est des trucs. Je suis forte, je fais des westerns. Bon ben, ok, super. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi en tout cas. Oui, il se mettait en scène, lui-même. Dites-moi, quelle est la jeunesse de ce bouquin? Vous le dites dès le début, mais est-ce que voilà, tout simplement, quelle est la jeunesse de ce bouquin? Pourquoi écrire sur Ford aujourd'hui? Pourquoi toujours écrire pourquoi continuer encore à poser des questions? Vous l'avez un peu évoqué là depuis 5 minutes, mais pourquoi aujourd'hui en 2021 il faut encore réévaluer ou évaluer ou rediscuter ou questionner Ford, et là plutôt par le biais de l'histoire, de l'image et de la politique? Ouais. Alors, le projet était effectivement de revenir sur Ford, alors en 2019 à la base, puisque c'est d'abord un colloque, mais c'est vrai qu'en 2021, ça fait encore plus sens, selon moi. Donc, on s'est réunis, on avait tous cette question, en fait. On était philosophes, il y avait des politologues, il y avait des théoriciens du cinéma. On s'est tous réunis autour de la question de quelle est l'actualité de Ford aujourd'hui? Est-ce que ça a encore quelque chose à raconter? Peut-on encore véritablement remettre cette image au travail? Où est-elle finalement du passé? Peut-être qu'elle n'a plus rien à nous dire. C'est possible aussi qu'elle n'ait plus rien à nous dire aujourd'hui. Et je pense que ce qu'on a voulu démontrer, c'est qu'au contraire, elle a énormément de choses à dire aujourd'hui, notamment sur la nation américaine, sur les fractures qui la traversent et qui la traversent encore plus que jamais aujourd'hui. J'en suis vraiment témoin tous les jours. Donc il y a vraiment des fractures sociales, économiques assez évidentes, mais aussi idéologiques. Et je pense que tout ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que l'enjeu du cinéma de Ford, c'est justement de se poser la question de comment faire communauté. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes, c'est quelque chose qui doit se faire continuellement. Le vivre ensemble, le collectif doit se recréer. Il y a vraiment cette inquiétude chez Ford de croire que ça ne va pas tenir et que probablement on va devoir recommencer encore une fois. Que la fin du film, précisément, n'est pas du tout ne lance pas et ne propose aucune pérennité, mais relance en fait, au contraire, le fait que le collectif, le rapport entre l'individuel et le collectif, c'est vraiment une des grandes questions du western. En fait, on n'a pas dit que c'était pas du western, on n'a pas dit que c'était pas du cliché, mais que en fait, le cliché avait quelque chose de profondément intéressant, notamment ce rapport au collectif et à l'individuel, la fondation de la loi. Il n'y a rien d'évident là-dedans, en fait. Et surtout chez John Ford, il y a vraiment... Tout son cinéma est vraiment une interrogation là-dessus. Comment faire collectif? Mais est-ce que ce collectif, c'est aussi une manière d'être contre un autre collectif, d'être contre une autre communauté?
Alors effectivement, oui. Donc il y a toute la question de la ségrégation qui se pose, qui s'est posée. Alors là, moi, c'est pas du tout moi qui en ai parlé, mais par exemple Florence Gravas a fait un superbe article là-dessus par rapport à The Searcher et par rapport aussi à The Great of Wrath, avec ces deux films qui sont vraiment, qui travaillent vraiment la fracture sociale et la fracture politique ou raciale au sein du cinéma de Ford, et la question assez compliquée à laquelle il répond. Donc l'idée n'est pas du tout de dire que Ford va renverser véritablement le système. Il n'est pas du tout là-dedans. En fait, je pense qu'il est même pas assez naïf que pour croire qu'il pourrait le faire. Mais l'idée, c'est plutôt de dire que par petits moments dans ces films, alors c'est ce qu'elle appelle des ruades, ou c'est ce que Sébastien Laoureux appelle des discontinuités, ou Laurent Vannein, je pense, parle de discontinuité également. En fait, on est énormément à parler de détours, de discontinuité, de l'impossibilité de la ligne droite narrative. Et donc, l'impossibilité de la ligne droite narrative, c'est aussi l'impossibilité, en fait, de l'état de fait, de laisser un état de fait comme tel, qui se croit immuable, idéologique. En fait, surgit toujours, si vous voulez, la surprise du fait que cet état de fait n'a rien d'immuable, que ce qu'on pense être un état de fait indépassable, que ce soit la chose économique vraiment toute la question de l'exploitation capitaliste dans Les raisins de la colère, ou la question raciale, en fait, puisque elle est vraiment très très ambiguë dans The Searcher. L'idée est vraiment de, pendant un moment, donc faire ruade, donc c'est-à-dire déniaiser, ce qu'elle appelle déniaiser le spectateur. Je trouve l'expression très jolie. C'est vraiment lui rendre fait et compte qu'il n'y a en fait pas d'état de choses, que ce qu'il pensait être un état de fait établi, immuable, ne l'est absolument pas. Il y a un moment, c'est au tout début, c'est l'édito, je parle en tant que journaliste, j'en suis désolé. L'introduction, en tout cas, de l'ouvrage que vous faites avec Laurent, vous dites quelque chose de très intéressant. Enfin, il y a une phrase qui, pour moi, est très importante. Vous parlez donc de ce très beau film qui est méconnu. Pardonnez-moi, je suis pas anglophone, donc je veux même pas le dire en anglais. J'ai peur de la dernière fanfare, The Last Hurrah. Voilà, je suis pas très anglophone, j'en suis désolé. Mais qui est un film mais qui est un film vraiment, vraiment extraordinaire. Si certains et certaines ne l'ont pas vu, il faut absolument voir parce qu'il est passionnant, ce film-là. Et oui, d'ailleurs, pour vous, le personnage joué par Spencer Tracy, c'est John Ford. Ouais. On est bien d'accord. Ouh là là. L'homme des passions, finalement, avoue sa défaite, quoi. Oui, parce que regardez ce que vous écrivez, vous dites, ce qui est très beau, et de fait, ce politicien roublard, mais comme était déjà Lincoln avant lui dans Young Mr. Lincoln, qui était joué par Henry Fonda, et puissant à la fois, sera vaincu dans les dernières séquences du film, contraint de faire place nette à une nouvelle génération qu'il n'avait pas tout à fait vu venir, ou du moins pas si vite. Et je trouve cette phrase extraordinaire parce que si on pense, par exemple, au Sergent Noir, à L'homme qui tue à Liberty Valance, à Cheyenne aussi. Il y a un peu de cela. Parce que quand on voit les premiers films de Ford dans les années 30, comme Steamboat ou Warren the Band, où il y a des séquences juste insoutenables, et qu'on voit un peu ce qu'il fait ensuite avec le Sergent Noir et ce formidable comédien qui était, oh là, j'ai un trou de mémoire, qui joue le rôle du Sergent Noir, de Sergent Rutledge, et qui est, oh là, j'ai vraiment un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, j'en suis désolé, mais voilà, c'est sûr qu'il y a toujours cette c'est ça, c'est Ford qui voit qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, il la voit venir, mais il sait qu'il ne pourra pas vivre avec ça. Il voit que la société est en évolution, il le voit, lui, enfin, il voit cette société, pas comme John Wayne ou Ward Bond qui refusent de voir que la société évolue, mais lui, il voit qu'il y a une société qui évolue, mais il choisit finalement la légende, c'est-à-dire la société dans laquelle il était, celle qu'il a racontée, la construction d'un mythe ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, cette phrase m'a vraiment, enfin, j'ai été très sensible à ça parce que pour moi, c'est vraiment ça. Alors, je pense que je serais d'accord avec vous sur le fait effectivement qu'il y a une évolution dans le cinéma de Ford, et que les derniers probablement effectivement laissent plus place à une certaine mortalité en fait, une certaine finitude aussi. Effectivement, il se sait probablement, c'est un peu le crépuscule probablement. Mais est-ce que pour autant il a choisi la légende? Ça, c'est une grande question, ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a choisi de montrer l'écart entre les deux. Toujours. Il montre toujours les deux pour moi. Il n'y a jamais juste de la belle image. La belle image, elle est toujours travaillée de l'intérieur par l'idée qu'elle n'est pas suffisante. Par exemple,
Laurent a écrit Laurent Vannein, pardon, a écrit un très joli texte sur Quelle était verte ma vallée, How Green Was My Valley. Et il y a vraiment l'idée dans ce texte que précisément, vous avez raison, c'est extrêmement ambigu. Donc chez Ford, c'est toujours ambigu, mais il y a effectivement, à la fois, on nous présente une très belle imagerie nostalgique sur ce qu'était cette vallée verte, et en même temps, on montre à quel point le personnage s'est perdu dans cette image, dans cette nostalgie de cette vallée verte qui est devenue noire depuis. Il est resté au même endroit, il a refusé de bouger, il a refusé de le devenir. Et là, je pense qu'au contraire, Ford, je crois qu'il a accepté de bouger. Je crois qu'il l'a accepté, justement, comme The Last Story, il a accepté sa défaite. Il a accepté... Oui, mais regardez La prisonnière du désert, à la fin, le personnage... Entre parenthèses, c'est mon film préféré. Mais mon film préféré de tous les films confondus. Hein, je veux dire, c'est vraiment mon film de chevet. Mais pour moi, il choisit la légende. Il est John Wayne. Il préfère ne pas rester dans la communauté, dans la famille. Il préfère aller au loin, s'éloigner. Et pour moi, c'est la légende d'aller au loin. Et j'ai cette impression qu'il a plus ou moins choisi la légende. En même temps, ça m'arrangerait qu'il choisisse la légende. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien. Mais est-ce que... Mais vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Mais peut-être que les deux vont de pair. Hein. Peut-être que choisir la légende, c'est choisir de se sacrifier aussi. Parce qu'effectivement, la communauté va continuer à évoluer et elle évoluera probablement sans lui. Il y a effectivement... Philippe Sabot écrit donc, dans un de ses articles. Bon, moi, j'ai absolument tout relu pour l'interview, donc je suis au taquet. Donc, Philippe Sabot a fait un très, très joli article sur The Searcher et il explique à la fin le fait que c'est un peu le sacrifice ultime, en fait. Il doit disparaître précisément parce que son identité est trop entachée par l'histoire de la ségrégation. Il doit disparaître, et son reste de racisme avec lui, probablement, pour que la communauté puisse évoluer et puisse se rencontrer, en fait. Quelqu'un qui viendrait là maintenant, qui nous écouterait depuis au moins 5-10 minutes, aurait cette impression, je pense, qu'il connaissait pas John Ford, aurait cette impression qu'on est en train de parler d'un cinéaste là contemporain qui vient de faire 2-3 films récents et qui parle de la société américaine. Et quand je lis le livre, j'ai cette impression, enfin, vous le dites dès le départ, mais aujourd'hui, enfin depuis, et en plus vous le vivez vraiment de l'intérieur parce que vous vivez là-bas aux États-Unis, mais on n'a jamais vraiment autant été, comment dire, là pour le coup, Ford pourrait énormément nous aider à comprendre cette société américaine aujourd'hui. Si j'ai bien compris. Donc effectivement, je pense que en tout cas, c'était ça l'idée du livre. Alors après, pas simplement que la société américaine. Je pense que la montée du populisme est un peu partout, mais effectivement, la violence fondatrice, en fait, celle qui est effectivement présente dans tous les films de Ford, la question de l'avènement d'un état de droit, mais qui en fait n'est jamais assuré, en fait est très, très, pour moi, extrêmement d'actualité et contemporaine. Le fait que tout ce qu'on pensait être acquis ne l'est de facto pas vraiment. Pour ça, je pense que l'article de Gérard Bras, par exemple, bon, je fais un peu de pub, hein, mais donc l'article de Gérard Bras... Non, allez-y, je vous en prie. Sur la différence entre Western Law et Law, va vraiment complexifier cette idée de la fondation comme quelque chose de pas du tout évident, en fait. Quelque chose qui doit être complètement retravaillé, notamment par la question du détour. Alors, effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le livre est traversé par des figures du détour, du tiers, de la distraction chez Cécile Gornet. Il y a vraiment l'idée que en fait, la ligne narrative serait potentiellement celle précisément de l'état de fait, et que lui, en fait, évite absolument l'enchaînement des causes à effet, donc le fait que tout devrait se dérouler de façon automatique comme un espèce d'escalator. Et chez Ford, bon, ça a été énormément critiqué à l'époque. Hein. C'est pour ça que la majorité de ses derniers films, surtout en tout cas en France, à l'époque, ont été extrêmement mal reçus. Parce que précisément, paraissant comme totalement invertébré, paraissant totalement décousu, manquant de montage, comme si le producteur avait lâché la bride. Et en fait, le cinéma de Ford ne peut pas se comprendre comme une ligne droite. C'est ça le problème. Je pense que c'est le problème de base de la compréhension des gens par rapport au cinéma de Ford. Ils disent, oui, mais bon, pourquoi se perdre dans le pittoresque? Mais en fait, ce pittoresque, souvent, sont des gestes pratiquement ritualisés de faire communauté. C'est des gens qui se rassemblent souvent autour de bals. Alors pourquoi ces scènes de bals qui n'en finissent pas? Mais précisément parce que ce sont des gestes pour faire vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, ça se construit tout le temps, en fait, chez Ford. C'est jamais fixe, ça doit toujours se reconstruire.
Anna Katarina a fait un super bel article là-dessus. Dalmasso, pardon. Anna Katarina Dalmasso a fait un très très joli article sur l'idée que précisément la communauté doit se reconstruire en permanence à travers ces scènes de distraction, de détour, qui ne servent pas en fait la ligne narrative principale de Ford, du film. Alors, permettez-moi de nommer quand même les articles de ce recueil, ainsi que les auteurs et les autrices. Alors, en plus de l'introduction, il y a aussi du script au film, l'image fordienne en résistance à l'efficacité narrative, c'est Cécile Gornet. L'antinomie du surcadrage fordien, donc vous l'avez évoqué, c'est Anna Katarina Dalmasso. Il y a Pour une histoire naturelle du cinéma de John Ford sur les traces d'une géomorphologie de l'image chez vous-même, on va en parler dans quelques minutes. Il y a Les figures du passage chez Ford avec Antoine Chollet. L'ordre et mouvement chez Ford, une politique de la ruade, on en a parlé au début, c'est Florent Grapas. Western Law contre Law, le droit à l'épreuve du temps, c'est Gérald Brass. Séparation et relations dans The Searchers de John Ford, c'est Philippe Sabot. Histoire et ligne au pluriel chez John Ford. Et donc, 3 films sont évoqués. Young Mr. Lincoln, Les raisins de la colère et Qualité verte ma vallée, c'est Laurent Venhead. J'espère que je le prononce bien son nom de famille. En tout cas, j'en suis désolé si c'est pas le cas. Et puis, il y a Les écarts de Ford selon Jacques Rancière, ligne temporelle au pluriel et incertitude au pluriel de l'histoire dans Les raisins de la colère, Sébastien Laoureux. Il y a quelques films que vous choisissez, mais vraiment, parfois même, vous revenez souvent sur certains films. Il y a 2 questions. Ouais. Sur quels critères se base la sélection de ces quelques films, et surtout, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter quand on veut questionner cet aspect politique, l'histoire et l'espace aussi fordien pour essayer de comprendre les résonances avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut éviter absolument quand on travaille sur ce genre d'ouvrage? Alors, je pense que donc, ce qu'on a voulu dire par là, c'était on va éviter les évidences. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur la manière dont Ford a géré la guerre de sécession, par exemple. Donc, les thèmes historiques précis pris par Ford bon, qui n'a d'ailleurs été travaillé qu'une seule fois. Hein. Il a été évoqué dans pratiquement tous ses films, mais il y a une seule fois où finalement il a pris en charge cette guerre de sécession. C'est assez étonnant d'ailleurs. Mais ça, Antoine Chollet en parle beaucoup mieux que moi. Mais donc, on a voulu éviter finalement comme si l'image calquait au réel, comme si en fait Ford ne faisait que reproduire historiquement une situation historique donnée, telle par exemple l'histoire de la guerre de sécession. Donc, on a voulu au contraire aller chercher des films qui a priori ne renvoyaient pas forcément à une situation politique contemporaine ou même américaine de façon générale, et lui montrer qu'en fait, dans n'importe quel film de Ford, il y a du politique. C'était ça l'idée, je pense. C'était de montrer que, en fait, ces films sont foncièrement politiques, peu importe que ce soit des westerns ou des films de guerre, ou peu importe le genre dans lequel il s'est trouvé au fur et à mesure de sa carrière, il a toujours eu cette interrogation sur le collectif. Et donc, c'est ça qu'on voulait travailler, je pense. Mais selon vous, les films de John Ford, ils disent quoi vraiment de cette société? Est-ce qu'ils disent quelque chose qui serait... comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il est plutôt avec donc plusieurs personnes, où il raconte plutôt, ces films racontent plutôt des histoires contre certaines personnes? Est-ce que ça dit quoi de cette société américaine, même si effectivement il a commencé très tôt au muet, pendant le temps du muet, même si on a pratiquement perdu tous ses films, jusqu'à je crois, le dernier film qu'il a réalisé, je crois, si je me trompe pas, c'est 67, 66, c'est Frontières chinoises. C'est ça. Alors, Seven Women, c'est... Attendez, vous me posez une balle, là. Dans le dernier mot, d'ailleurs, est fuck. Je trouve que c'est génialissime qu'il termine son cinéma sur le mot fuck, qui veut dire beaucoup de choses, comme Kubrick. Mais est-ce que Ford a toujours gardé cette ligne on va dire, du début des années 30 jusqu'à la fin de sa vie, sur la manière qu'il avait de regarder la société américaine, sur ce qu'il avait envie de dire de cette société américaine? Est-ce que ça a changé réellement, ou il a toujours été le même? Non, je pense qu'il y a eu des évolutions, assez clairement. Mais donc, des évolutions sur ce qu'était la société américaine, probablement. Et en fait, je pense que ce qui est resté et ce qui est demeuré le même, c'est l'idée que précisément tout change. Alors voilà, c'est un peu une réponse de philosophe, mais donc c'est un peu les deux. C'est dire, effectivement, je pense qu'il a eu une grosse évolution au cours de sa carrière, mais que ce qui est resté, c'est que précisément, les choses ne sont pas permanentes. Le politique n'est pas permanent.
Et à la fois l'individuel et le collectif ont un énorme rôle à jouer. Et donc, ce qu'il y a à dire de la société en général, la société américaine, alors je vais le dire de façon un peu basique, un peu naïve, mais en fait, je pense que ce que Ford nous dit, c'est qu'il faut faire gaffe. Et je pense que c'est vraiment la chose à retenir aujourd'hui, et c'est l'actualité de John Ford. C'est vraiment rien n'est vraiment acquis, et tout peut effectivement changer. Je pense Non, que c'est ça. mais c'est incroyable ce que vous dites parce que, et Dieu sait, vous le savez, ça, que quand on parle de John Ford, généralement, on n'a pas cette impression qu'il est en train de nous informer qu'il faut faire attention. Donc, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, en 2021, on utilise certains films de Ford pour comprendre un peu ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis ou dans notre monde. Et en fait, on comprend qu'il nous dit en amont certaines choses. Il y a votre article où vous écrivez, alors, je vais me permettre quand même de le lire, c'est un long paragraphe, mais je trouve ça important. C'est page 56. Vous écrivez, donc c'est de l'hétérogénéité et de la répétition, et vous écrivez: la répétition constitue aussi un motif constant de l'œuvre de Ford. Si cette question se retrouve à différents niveaux chez la plupart des cinéastes classiques hollywoodiens, elle est sans doute beaucoup plus présente chez Ford que chez tout autre. On songe évidemment à ses propres remakes qui, contrairement à ceux de Cecil B2000, ne semblent pas avoir pour objectif de corriger ou de perfectionner l'œuvre précédente. Cependant, au-delà de la question du remake, genre hollywoodien à part entière, c'est la répétition pour elle-même comme telle qui nous intéressera ici. D'un film à l'autre, des éléments minimes, incongrus et sans effet narratif ne cessent en effet de revenir hanter l'image de Ford. Alors, il y a des gestes en apparence anodins qui se répètent, comme celui de John Wayne qui, à la fin de La Prison du désert et dans le générique des Three Godfathers, saisit son bras droit de sa main gauche, singeant ainsi la posture caractéristique d'Harry Carey, héros des premiers westerns fordiens. Des postures se répètent aussi, comme celle de James Stewart dans The Two World Together, shérif assis sur sa chaise, les pieds sur la barrière, et qui reprend la posture de White Earp Henry Fonda dans la poursuite, dans My Darling Clementine, pardon. Fonda reprenant lui-même la pose qu'il employait dès Young Mr. Lincoln. Il y a encore des thèmes musicaux, des plans, le motif de la jeune femme et du Porsche dans The Horse Soldiers, The Searchers, Cheyenne Autumn, des scènes comme le monologue sur les tombes dans She Wore a Yellow Ribbon ou de Young Mr. Lincoln. Ça, c'est typiquement fordien. Un homme qui, généralement, c'est toujours l'homme d'ailleurs, c'est jamais la femme qui va se recueillir auprès de la tombe. Et d'ailleurs, Tavernier avait repris ça pour La fille de D'Artagnan, si je ne me trompe pas. Il y a même aussi Sylvester Stallone dans le Rocky 4 ou le Rocky 5, je ne sais plus, qui ouvre ce. Eh oui. Il ouvre, c'est le. Alors, je ne vous dis pas de bêtises. C'est Rocky Balboa, donc c'est pas Rocky 5, c'est Rocky Balboa. Adrienne est morte, il est au cimetière et il est en train de discuter avec Adrienne. C'est un plan typiquement. C'est rapide, hein, c'est rapidement fordien, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que. C'est incroyable. Donc, ils sont régulièrement reproduits de film en film. Il y a enfin ces corps qui reviennent, ceux de la troupe d'acteurs fétiches du réalisateur comme ceux de ses stars, Ward Bond, John Wayne, Henry Fonda, James Stewart réapparaissent en reprenant parfois les mêmes noms, les mêmes uniformes, mais en apportant les mêmes lieux. Est-ce que ça traduit, est-ce que c'est ça vraiment l'espace fordien? C'est-à-dire toute cette communauté, qu'elle soit dans le film, mais aussi hors du film. Donc, quand vous parlez des acteurs fétiches, c'est hors du film. Est-ce que c'est ça l'espace fordien? Et surtout, est-ce qu'il y a un côté très politique dans cette manière de travailler l'espace? Alors, est-ce que c'est ça l'espace fordien? Oui, donc moi j'ai effectivement essayé de comprendre quel était l'enjeu de la répétition chez Ford, et j'en ai effectivement déduit qu'il piétinait pour pouvoir avancer. Donc c'était l'idée qu'effectivement la répétition est nécessaire. Alors c'est politique dans la mesure où... alors deux choses. C'est politique dans la mesure où effectivement je pense que la question de l'origine ou de la fondation n'est pas une question univoque et une question qui doit se répéter. Alors ça, c'est plutôt Antoine Cholet qui en parle très bien, mais il y a vraiment l'idée que la fondation de l'état de droit doit toujours recommencer, qu'elle va probablement échouer au moins 3 fois avant qu'on puisse, une première fois, tenter quelque chose comme un état. Donc il y a effectivement l'idée de la répétition qu'une fois ne suffira jamais, en fait. Je pense qu'il y a ça chez Ford beaucoup. Et donc, il y a effectivement, j'ai eu l'impression en tout cas, que les corps reprenaient les gestes parce que précisément, on n'était pas sûr que les précédents resteraient dans l'histoire. Donc il y a l'idée, encore une fois, que rien ne perdure et que donc précisément, on répète pour être sûr que cette fois-ci, ça va s'imprimer. Que ces corps-là vont rester. Il y a effectivement un enjeu, par ailleurs, collectif du fait qu'il reprend cette troupe. C'est vraiment extrêmement typique à Ford et vraiment spécifique à Ford que d'avoir une troupe d'acteurs. C'est vraiment la famille, quoi. Wagon Master, c'est fait avec ses frères, ses fils. Enfin, je veux dire, ce truc est complet. C'est vraiment un film familial, quoi. C'est
c'est vraiment extrêmement particulier comme façon de faire des films. Pour moi, il y a un enjeu politique là-dedans aussi. Mais ce que j'ai voulu aussi montrer, et ça c'est probablement un tout petit peu différent de ce que tous les autres... là, je me décale probablement un tout petit peu des autres contributions, c'est que en fait, j'ai voulu parler de Ford comme d'un espèce de pré-écologiste. Donc ça, c'est encore un tout petit peu différent probablement, puisqu'en fait, j'ai voulu aborder chez lui le fait qu'il probablement présageait quelque chose comme la naissance de la zone critique, c'est-à-dire la couche terrestre qui peut être potentiellement atteinte par l'homme humain, enfin par l'humain de façon, par l'humanité en général. Cette couche qui, à la fois, en fait, c'est les paysages millénaires dans lesquels il filme, c'est Monument Valley, c'est vraiment la zone critique qui s'étale, c'est vraiment le paysage qui se fait histoire, vous voyez les strates, en fait, c'est vraiment de l'histoire fait paysage et les hommes au milieu de ça. Donc, c'est vraiment le contraste entre ce caractère millénaire et ces hommes qui ne font que passer, qui laissent des traces dans le sable, qui vont disparaître au bout de 2 secondes. Et c'est ce contraste-là que j'ai voulu travailler, notamment avec effectivement la destruction du puits dans The Three Godfathers, puisqu'en fait, j'ai effectivement travaillé sur un film un peu ingrat, que moi j'adore personnellement. Alors, c'est pas mon préféré, je pense que je suis d'accord avec vous, The Searcher est vraiment de très très loin. Vraiment, c'est un bijou. Mais Three Godfathers, j'ai trouvé que c'était vraiment le vilain petit canard. En général, personne n'en parlait, ou alors très très mal. Il y a Dieu est mort aussi. Alors ça, celui-là, c'est vraiment un vilain petit canard, Dieu est mort. Il est complètement... Non, mais il est très très particulier, Dieu est mort. Mais j'avais beaucoup aimé, pardonnez-moi, moi je dis les titres en français, je suis désolé, pour les raisons que vous savez. Le Fils du désert, donc, j'avais trouvé ce film extraordinaire. Et surtout extraordinaire parce que je suis désolé, je sors un peu du contexte, mais j'avais trouvé fascinant le rôle de Pedro Armendáriz Jr. Je le trouvais très beau et en même temps, j'étais surpris que Ford lui donne un rôle aussi important et consistant dans ce... à l'égal même de John Wayne, si c'était même plus intéressant que John Wayne. J'avais été très très surpris par ce personnage-là. Enfin, voilà, je referme une parenthèse, mais je pense que... Ah non, effectivement, ce trio est assez cocasse, parce qu'il y a effectivement Wayne qui représente qui représente déjà le passé en fait de Ford. C'est vraiment Wayne est déjà assez âgé. Il y a Harry Carey Jr. qui est effectivement le fils de Harry Carey, qui incarne toute l'histoire du cinéma et l'histoire du cinéma de Ford aussi. Et puis il y a effectivement Pedro et les trois sont vraiment de manière assez horizontale, ce qui est un schéma pas vraiment classique chez Ford. Donc il y a vraiment ce trio qui vaut pour lui-même et qui ou alors qui effectivement disparaît petit à petit, puisque l'un après l'autre, les deux premiers en tout cas vont mourir. Mais effectivement, moi ce qui m'intéressait, c'est que la structure du film est extrêmement originale, même pour Ford, parce qu'elle ne correspond strictement à aucun genre. Alors on pourrait croire que c'est un western, mais ça devient une espèce de comédie burlesque au bout d'une demi-heure. Ce truc n'a aucun sens à la première vision. Moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est vraiment très, très, très particulier, quoi. Et le style aussi, on passe de la transparence de studio avec les bougies qui s'éteignent, la symbolique hyper forte de la mer qui meurt, et puis des plans incroyables qui sont pratiquement du Gus Van Sant, de sable, de désert. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Vraiment. Alors, qui a été inspiré. Moi, je suis sûre que Gus Van Sant a vu ce truc avant de faire Jerry, par exemple. Je pense. C'est vrai qu'on est dans une forme d'expérimentation assez incroyable où on aurait aujourd'hui un film comme ça, c'est ce qu'on appellerait malheureusement les fameux films d'auteur, les fameux films d'art essai où on dirait il se passe rien, c'est contemplatif, mais pas du tout. Mais c'est vrai que plus le film avance et plus le film se perd à l'image de ces trois personnages et plus on est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, ça me pose cette question. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez dans le cinéma américain, bien évidemment, des figures, des cinéastes, hommes et femmes, bien évidemment, qui comment dire, épouseraient peut-être la même manière de regarder la société américaine comme le faisait Ford. De dire aussi peut-être, attention. Alors, pas du tout à la manière de Ford, parce qu'on est effectivement plus du tout dans le même genre de cinéma, mais je pense à Kelly Reichardt. Alors, je ne sais absolument pas comment on prononce son nom, mais pour moi, ça, c'est vraiment une cinéaste, effectivement, de l'Amérique. Et alors, mais de façon beaucoup plus, avec beaucoup plus d'acuité. Pour moi, elle travaille vraiment la question indienne, notamment. Moi, je trouve que c'est vraiment
la personne qui a pris en charge la question indienne dans le cinéma récent, en les mettant toujours pas... Ça peut être dans le fond, hein, mais je trouve que c'est frappant à quel point elle a réussi à pointer le problème. En fait, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit au statut même de l'Indien au cinéma. C'est vraiment, c'est comme si elle avait réussi à réfléchir sur l'Indien de celluloïd. Il y a vraiment un truc où en mettant toujours l'Indien dans le fond, parfois hyper silencieux, parfois extrêmement décevant, comme comment s'appelle ce film avec le groupe de Kelly Reichardt. Je crois que c'est pas j'allais dire une bêtise. C'est la dernière piste ou la dernière caravane? Je crois que c'est la dernière piste. La dernière piste, oui, je pense que c'est la dernière piste. Avec cet Indien que moi j'ai trouvé profondément décevant, mais parce que précisément il ne renvoie pas à la symbolique et à l'imaginaire, un peu freudien probablement. Du coup, il est profondément décevant cet Indien. Mais justement, c'est ça qui est génial. Il y a une prise en charge du traitement filmique de l'Indien qui est à la fois inédite et, pour moi, profondément critique. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je pense que ça dit beaucoup sur le statut de la ségrégation encore actuellement aux États-Unis, très, très clairement. Ouais. Là, voilà, j'ai que cette idée-là en tête. C'est vrai que Kelly Reichardt, effectivement, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose à se... J'ai pas encore vu son dernier. J'ai toujours pas vu La Première Vache. Mais c'est moi qui vais le dire en anglais pour une fois. Alors c'est vous le dites. First Go. Oui, non, il est très très bien. Il est passé ici en France. Il y a même eu une rétrospective autour du cinéaste à Pompidou. Oui, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est. Et il y a un très beau bouquin. D'ailleurs, je me souviens plus de qui. C'est Judith Révaud d'Alloin, je crois. Faudrait que je retrouve. Kelly Reichardt sur l'Amérique traversée ou traversée. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc on est dans cet esprit-là. John Ford, Histoire, Images et Politique, donc c'est un collectif qui est dirigé par vous-même, Natacha Pfeiffer, et Laurent Von Eyde, je le prononce bien, j'espère. C'est édité chez Infolio, c'est là, et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir aussi dit pas mal de choses, de nous avoir un peu éclairé. Dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez retrouver, donc je le répète, un lien qui renverra donc à une page dans laquelle se trouve le livre. Procurez-le-vous, c'est toujours important de parler de Ford, et là pour le coup des résonances tellement passionnantes avec ce qu'on vit, plutôt ce que vit la société américaine, donc c'est vraiment intéressant. Merci vraiment beaucoup en tout cas d'avoir fait l'effort, c'était très sympa. Merci à vous, c'était très chouette. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.